Ont le plaisir d'assister au conseil municipal et à tous ceux qui nous suivront par les réseaux lorsque le conseil sera diffusé à partir de demain matin. Donc nous allons commencer par l'appel. Donc Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Després, Pauline Bisquière donne pouvoir à Vanessa Annie, Arnaud Dessin va nous rejoindre mais il donne pouvoir à Mathias Alonso, Céline Monassa, Mathias Alonso, Roland Tibi donne pouvoir à Alain Boucris, Jean-Pierre Vanavert, Dominique Humez, François Elie donne pouvoir à Jean-Luc Després, Caroline Delis, Mehdi Belout, Samantha Crésias, absente, Noémie Arnaufi donne pouvoir à Grégory Nguyen, Bernard Caméraire donne pouvoir à Joël Vilassa, Benjamin Godon, Stéphanie Couchou donne pouvoir à Caroline Delis, Joël Vilassa, Jean-Charles Joulin, Claude Duroux donne pouvoir à... C'est ça, à M. Belout. Je ne l'avais pas noté. Jamel Melouk, Dominique Maignan et Annick Claire a tenté de nous donner un pouvoir mais n'a pas pu l'envoyer par mail. On va considérer qu'elle est absente. Voilà, donc la séance est donc ouverte. Nous avons un conseil assez standard avec un petit détail sur les affaires générales, une longue série de délibérations sur les finances et les marchés publics, puis les ressources humaines, et puis des présentations de rapports de nos syndicats, et puis une information diverse. Alors, nous allons commencer. Donc, vous avez reçu tous les documents. Nous devons d'abord adopter l'ordre du jour. D'abord, désignation de secrétaire, pardon. Céline Monassa est désignée volontaire comme secrétaire, comme d'habitude, hein, toujours volontaire. Voilà. Nous devons adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'ordre du jour, des demandes de compléments? Non. L'ordre du jour est adopté. Merci. Nous devons également valider le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2025. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu? Non, le PV est adopté. Merci beaucoup. Alors, les informations que je dois vous donner, vous avez vu... Je vous ai donné des informations sur tout ce qui a été obtenu et reçu en subvention. Il y en a pas mal quand même, je trouve. Nous arrivons à la fin des travaux, donc les subventions commencent à rentrer. C'est plutôt agréable. Nous vous avons communiqué également les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Il s'agit surtout des conventions que nous avons signées avec les associations, comme tous les ans, des conventions de mise à disposition de salles, de gymnases, de clubhouse, etc., pour le dojo, pour le foot, le hand, la mise à disposition de la cour des buissons pour Néauvent. Bref, tout à fait des marronniers que je signe tous les ans. Voilà, nous passons aux affaires générales. Alors, nous devons d'abord approuver dans le point 1 la convention de partenariat avec le CIVOM, donc le syndicat qui ramasse nos ordures à Marolles. Là aussi, c'est une décision que nous prenons tous les ans. Il s'agit d'une communication pour approuver la convention que nous passons tous les ans, convention de participation financière que nous versons au CIVOM. Donc cette convention n'a pas changé, c'est un forfait qui pour nous est de 4 317 € pour la saison.
À ce forfait s'ajoute une part variable, c'est-à-dire c'est 36,90 € par kilomètre. Nous avons 24 km de linéaire à Marolles, donc ça fait à peu près 886 €. Pour le salage qui a lieu et la rémunération des heures effectives, le carburant, etc. Voilà. Donc ce kilométrage est calculé sur l'année précédente. C'est-à-dire que là, nous payons sur 2024. Enfin, c'est sur N-1. Toujours sur N-1. Donc comme nous avons amélioré les routes, mais nous n'en avons pas rajouté. En tout cas, pas pour l'instant. Nous pensons à rajouter pour aller sur Mars, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Alors, par cette convention, nous devons, dans un article 1, approuver la convention de partenariat entre la commune et le CIVOM pour le salage des voies de la commune sur 3 ans à compter de l'exercice 2025. Donc, bien sûr, la convention vous a été donnée. Deuxièmement, m'autoriser, comme d'habitude, à signer la dite convention une fois qu'elle sera approuvée et dire que les dépenses afférentes sont indiquées dans le budget annuel de la commune. Y a-t-il des questions sur ce point? Non, des interventions? Nous pouvons signer avec le CIVOM. Bien sûr, s'il ne neige pas, il ne sale pas. Au cas où la question serait posée, je le précise d'office. Par les temps qui courent, sur le climat, on ne sait pas. Alors, d'ailleurs, quand il y a des avis de tempête, nous recevons des lettres de la préfecture qui nous dit avis de tempête, avis de neige ou de vent, et c'est là qu'ils salent de manière préventive. Donc, le point 1 est adopté. Nous passons au vote. Je vais un peu vite, là. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. La convention de partenariat avec le CIVOM est adoptée. Alors, nous passons au point des finances et des marchés publics. Donc, nous commençons d'abord par une décision modificative, c'est-à-dire nous allons modifier quelques articles. Donc, il y a 3 points de modification. D'abord, il s'agit d'approuver une décision modificative afin d'intégrer une subvention pour l'aménagement du parvis et de la brasserie. C'est-à-dire que nous avons reçu une notification de subvention, donc nous devons l'affecter dans nos comptes. Et pour ce, donc, il y a une opération qui sera faite que je vous détaillerai tout à l'heure. Ensuite, nous devons valider le financement du DILICO par une minoration des charges de personnel. Alors, qu'est-ce que c'est le DILICO? C'est un très joli nom. Ça s'appelle le dispositif de lissage conjoncturel. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour financer la dette de l'État, l'État a décidé de ponctionner les communes, bien entendu, après que nous ayons établi notre budget. Donc, nous avons découvert qu'il fallait nous enlever un peu de sous. Donc, comme cet argent n'était pas budgété, il faut qu'on rentre cette somme dans le budget et qu'on le prenne quelque part. Voilà. C'est un nouveau dispositif C'est un nouveau dispositif qui a été créé en 2024 et on l'appelle le DILICO 1. Et malheureusement, d'après ce que l'on sait aujourd'hui de la loi des finances... S'il y a un DILICO 1, c'est qu'il y a un DILICO 2 qui Exactement. Il y a un DILICO 2 et celui-là, il fait très mal. Mais nous en parlerons après. Et le troisième point, c'est une petite régularisation des recettes de fonctionnement, donc à la demande de la trésorerie. Alors, le premier point, nous avons signé une subvention avec la région, une convention exactement d'aménagement régional qui s'appelle CAR. Donc, nous avons reçu 269 000 € en recettes. Donc, il va falloir les affecter quelque part dans nos emplois. Donc, pour ça, nous avons dit que nous allons augmenter nos immobilisations corporelles de 44 952 € et les immobilisations incorporelles, de 44 952 € et les immobilisations corporelles de 225 000 €. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'opération, tout argent dépensé doit être inscrit au budget.
Sinon, nous ne pouvons rien dépenser. Et toute subvention doit être affectée, attribuée dans le budget. Donc, lorsqu'on a une recette, il faut forcément qu'on dise que cette recette sera utilisée pour faire, là, acquérir des IMO incorporels, souvent des études, et des IMO corporels, donc pour aménager le parvis, etc., etc. Sinon, il n'y a pas d'équilibre, et comme la comptabilité impose la partie double, il faut impérativement attribuer tout ça. Bien sûr. Pardon. Je vois qu'il y a plus 269, en fait, ça devrait peut-être, je me rends compte, ça devrait être moins, puisque moins, plus, après. En fait, les plus sont des parties de dépenses. Voilà. L'une étant recette, ça dit, il faut regarder à gauche, il y a RI et DI. Recettes d'investissement et dépenses d'investissement. Donc le plus est en recette et les autres plus sont en dépenses. C'est juste le DI. Donc ça s'annule. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, pour le DILICO, le fameux DILICO, donc attention, hein, pour ceux qui viennent en sortant, on demandera à tout le monde ce que veut dire DILICO. Donc retenez bien, dispositif de lissage conjoncturel. Moi je trouve que c'est très poétique. Alors, on nous a ponctionné de 39 259 €. Donc, il fallait les prendre quelque part. Donc, nous avons réduit le chapitre de la masse salariale. Nous avions un peu de liberté parce que des arrêts maladie, etc., etc. Et nous les avons pris, donc nous avons réduit pour payer cette taxe de 39 259 €. Et puis, nous avons la trésorerie nous a demandé de faire une petite régularisation de 57 €, bon, que nous avons mis dans des articles ici ou là, en rémunération du personnel et en quote-part de subvention. Voilà les 3 points qui nécessitent cette demande de modification. Y a-t-il des questions, des demandes d'éclaircissement sur cette DM ? Alors, j'ai oublié de vous dire que la commission qui s'est réunie le 9 décembre a donné un avis favorable pour l'adoption de cette délibération. Donc là, nous devons simplement voter pour approuver cette décision modificative afin que notre comptable puisse passer les écritures dans nos livres. Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 2 est adopté. Point numéro 3, demande d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Alors, c'est le Trésor public qui est chargé de recouvrer nos dettes et d'encaisser nos créances. Donc, en matière de dettes, le Trésor public, lorsque nous facturons, par exemple, des cantines scolaires aux familles et qu'elles ne payent pas, c'est la trésorerie qui relance les familles. Nous ne sommes pas au courant. Et donc là, il y a des dettes qui datent de 2013 à 2019 que la trésorerie n'a pas pu recouvrer. Donc 2013-2019, nous étions loin ailleurs. C'était pas tout à fait... voilà. Donc il s'agit de 1 968,50 € qu'on nous demande de passer en perte, tout simplement. Donc nous devons admettre en non-valeur les créances irrécouvrables concernant les exercices 2013 à 2019 pour un montant de 1 968,50 € et dire que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget, etc., etc. Y a-t-il des questions ? Quelqu'un veut-il rembourser ? Parce que si quelqu'un nous rembourse, on ne vote pas. Non, il n'y a pas un don dans le public ? Non, même pas. C'est dommage. Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 3 est adopté. Alors, nous devons à présent, dans le point 4, attribuer une subvention suite à l'appel au projet au conservatoire. Donc, ça fait 2 ans que nous votons un budget, pour inciter les associations à soumettre des projets structurants qui sont attribués sur une année par un jury. Voilà. Et nous avons cette année une demande du conservatoire qui avait déjà fait la même demande l'année dernière. Le projet s'élève à 3 211 €. Il s'agit de créer dans nos écoles des chorales
et ça marche plutôt très bien, puisque l'année dernière, il avait fait. Les enfants sont heureux et chanter fait le plus grand bien à nos enfants et à notre commune. Tu parles de subventions, est-ce que du fait des événements à venir sur l'année prochaine, est-ce que nos subventions associatives vont être les mêmes, être bloquées, est-ce que là, il va se passer quoi par rapport à nos subventions d'associations? Ce sera rien de pire en fait. Au mieux, ce sera maintenu. Ce sera maintenu. Voilà. Nous essayons vraiment d'être comment on dit, des amortisseurs sociaux, de ne pas transmettre les réductions éventuelles de subventions dont nous sommes l'objet. Bon, pour l'instant, ça va encore. Nous ferons tout pour tenir ou maintenir votre subvention, Madame la Présidente. Je ne parlais pas comme ça. Voilà. Alors, donc, nous devons voter pour l'attribution, nous devons voter pour décider d'attribuer et verser une subvention au conservatoire pour la somme totale de 3 211 € pour ce projet. En fait, ce projet deviendra pérenne, visiblement. Non, disons qu'actuellement, aucune association n'a déposé de projet, donc voilà, pour l'instant. Ce sera la deuxième année. Mais s'il y avait eu d'autres associations, le jury déciderait d'attribuer ces subventions selon des critères. En fait, l'objectif de ce montant est de financer des projets structurants. Je prends un exemple. Néovent en avait profité l'année dernière. Ils avaient acheté des vélos pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Ils ont acheté vraiment des vélos adaptés, notamment pour des femmes, et ça a été très bénéfique pour leurs activités. Bien, nous passons au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 3 est adopté. Le conservatoire continuera à faire chanter nos enfants. Alors, le point 4, c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc, quelques explications pour que tout le monde comprenne ce débat. Nous devons, avant chaque présentation de budget, ouvrir un débat pour dire voilà où en est notre réflexion. C'est une obligation. Alors, je vous passe les codes, l'article du Code général des collectivités territoriales. Mais nous devons présenter une communication dont l'objet est de prendre acte simplement que nous avons discuté pour le budget 2026 à venir des orientations que nous sommes en train de prendre pour finaliser le budget qui sera voté en début d'année. Je crois que nous prévoyons de le voter en février. Voilà le sens de ce débat d'orientation budgétaire. Donc je vais changer de présentation. Voilà. Alors, les points que nous allons voir. D'abord, nous disons par cette slide que le débat d'orientation budgétaire est une obligation pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants. Je vous la fais courte. Nous commençons toujours cette présentation par donner quelques chiffres de l'environnement économique général. Chacun aura remarqué que l'environnement économique est assez flou, on va dire ça comme ça. Nous n'avons pas de budget. Le budget n'est pas encore voté, alors que d'habitude, il y a 2 ans, le budget a été voté lorsque nous faisions le budget. L'année dernière, c'était comme cette année. Donc voilà, tout le monde connaît le contexte à peu près, le taux de chômage, l'inflation, bref. Passons pas de temps là-dessus. Prenez les médias, vos médias favoris, et vous aurez tous les détails sur la situation actuelle. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que le PIB actuellement, le taux de croissance du PIB qui est prévu est inférieur à 1% en 2026. Tout peut changer. Tout ce que je vous dis là, ça change la minute d'après.
L'inflation actuellement est de 1,3, les dépenses publiques étaient ramenées à 56,4% du PIB. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une participation accrue des collectivités à l'effort de redressement. Dit autrement, de manière plus compréhensible, nous allons être ponctionnés encore plus. Alors, que dit le projet de loi qui est actuellement à l'étude? Il dit que nous allons être ponctionnés, nous, les collectivités territoriales, de 53 millions d'euros. De 53 milliards d'euros, pardon. Dont 32 au titre de la DGF, c'est-à-dire qu'on va réduire la dotation globale de fonctionnement. Donc, pour donner un peu d'explication, la dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent que nous donne l'État parce que nous avons des missions que nous exerçons au titre de l'État. Donc, nous allons avoir une baisse au niveau de la DGS. Le fonds vert est un fonds qui avait été voté, qui était de 2 milliards, qui a été voté pour permettre aux communes d'avancer dans la transition écologique, c'est-à-dire d'isoler nos bâtiments, nos écoles, bref, tous les bâtiments publics. Quand vous venez ici à la mairie, quand il fait froid, il fait très froid, enfin quand le chômage ne marche pas bien sûr, et quand il fait chaud, il fait très chaud et on n'a pas de clim. Donc voilà, ce fonds vert a été réduit de 50%. L'année dernière, il avait déjà été réduit quasiment de 50%. Donc, de 2 milliards, nous sommes maintenant à 650 000 euros. Il y a cependant un fonds d'investissement pour les territoires, qu'on appelle FIT, qui regroupe diverses dotations d'investissement. Alors, la DETR, qui est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Marolles est considéré comme un territoire rural. Alors, ça ne mène pas loin. L'année dernière, la préfecture qui gère cette manne financière disposait de 450 000 euros pour les 47 communes du Val-de-Marne. Ensuite, la dotation de subvention aux investissements locaux, la DECIL, là aussi, c'est un fonds qui a été regroupé. Et puis la dotation pour les villes, c'est une dotation... Bref, c'est pour la DPV, dotation prioritaire pour les villes. Dotation prioritaire pour les villes. C'est pour les villes qui sont... Dotation politique de la ville, pardon. C'est les villes qui sont QPV, donc les quartiers prioritaires. Autant vous dire qu'il n'y en a pas à Marolles. C'est pour cela que le sigle ne nous est pas très familier. Voilà, donc tout ça a été regroupé, va être regroupé, si on a un budget dans le fonds d'investissement pour les territoires. Alors, et son enveloppe sera de 1,04, c'est-à-dire l'un dans l'autre, un peu moins que ce que nous avions. Il y aura une réduction du périmètre de la FCTVA. Alors, qu'est-ce que c'est la FCTVA? Quand une entreprise achète, elle paye 20% de TVA, elle déduit sa TVA sur sa déclaration du mois d'après. Dans le domaine public, c'est la FCTVA, c'est-à-dire quand vous faites des achats, vous déduisez 2 ans après la TVA que vous avez payée selon certains critères. Tout n'est pas éligible à la TVA. Donc c'est un fonds de compensation de la TVA. On nous rembourse une partie de la TVA et on ne rembourse pas 20%. Donc là, on va sortir certaines dépenses de la TVA qui nous étaient remboursées. Donc c'est de l'argent perçu en moins. C'est-à-dire qu'en fait, ce fonds va être réduit dans la liquide. Voilà. Ce qui nous était remboursé nous sera moins remboursé. On a une idée du taux? Alors, c'est pas tout à fait fixé, il y a des hypothèses qui sont données, mais c'est surtout des dépenses qui sont enlevées de l'assiette. On ne change pas le taux, mais c'est des dépenses qui sont enlevées de l'assiette et le taux réduit légèrement également. Alors, on ajoute les cotisations, parce que comme on nous enlève des choses, on nous augmente les taxes. Donc, on nous ajoute 3 points à la cotisation retraite de l'employeur uniquement. Donc, la cotisation retraite, la fameuse CNR, ACL. Il y avait déjà 3 points l'année dernière, on nous rajoute 3 points. Donc, on augmente nos charges de personnel, donc nos charges de fonctionnement. Et puis, la poursuite du fonds de réserve d'Illico, donc d'Illico 2. Alors, il y a un tableau qui circulait, que nous avons reçu par des
par les députés et les sénateurs. On nous a pris, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 39 000 euros l'année dernière. Cette année, il est question qu'on nous prenne 137 000 euros. Donc nous devons trouver 100 000 euros de plus dans le budget. On ne sait pas comment, mais voilà ce qui nous est imposé. Ah ben si on, c'est à ça qu'on, c'est ce que nous allons voter. Si c'est déséquilibré, on reste sous tutelle. La- Ben c'est ça. On utilise nos petites ménages pour essayer de, sans augmenter les impôts. Vous avez remarqué quand même. Voilà. Ok. Donc ensuite, alors bon à Marolles, cela va générer une dépense du personnel. Bon, on a dit tout ça. En tout cas, nous allons continuer à poursuivre tout ce que faire tout notre possible pour qu'il n'y ait pas trop d'incidence. Alors, où en sommes-nous au 1er décembre 2025? Nous avons arrêté les comptes pour savoir à peu près où nous en étions. Donc, on vous présente grosso modo tous les éléments que nous avons vus en finance. Nous n'allons pas descendre toutes les lignes, on va rester globalement. Ici, nous avons les recettes de fonctionnement. Donc, il y a deux budgets dans le domaine public, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc, dans les recettes de fonctionnement, nous avons réalisé par rapport au budget de l'année dernière, 99% des recettes, nous les avons obtenues au 1er décembre. Il y a de bonnes chances que l'on ait un peu plus. Et en dépenses, nous avons réalisé 94% des dépenses. Donc c'est plutôt, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que notre budget est sincère, il correspond, ce que nous dépensons correspond à ce que nous avions dit, et d'autre part que nous sommes raisonnables parce que nous essayons de faire des économies, même après avoir voté le budget. C'est un peu la réponse à votre question. Ce que nous maîtrisons autant que possible, c'est les dépenses. Ça, nous essayons de négocier les tarifs, de négocier les prix des voyages. Je regarde mon collègue Jean-Pierre, à qui j'ai demandé tout à l'heure de consulter un autre voyagiste, etc. Enfin, nous essayons vraiment au maximum de faire le nécessaire. Voilà. Donc, cela nous ferait, à isopérimètre, c'est-à-dire si les recettes et les dépenses n'augmentent pas d'ici la fin de l'année, cela nous ferait un résultat négatif de l'exercice de 31 000 euros, donc moins 31 500 euros. Et comme nous avions reporté l'année dernière 530 000 euros de bénéfices, ce qui fait que le restant en bénéfice serait de 498 000 euros. Voilà pour le fonctionnement. Pour les investissements, donc, comme je le dis chaque année, les investissements, c'est un peu plus compliqué que le fonctionnement. Le fonctionnement, on paye les dépenses quasiment immédiatement, les salaires, on les paye tous les mois, etc. Donc les dépenses sont courantes. Alors que lorsqu'on se lance dans un projet comme le parvis de la mairie, c'est beaucoup plus long. Le process est plus long. Les employeurs, les entreprises travaillent, on paye par tranche. Donc il y a des choses qui sont faites et d'autres choses qui ne sont pas faites. Des subventions qui sont obtenues, qui ne sont pas encore rentrées. Et donc il y a le cycle de l'investissement est plus long que le cycle du fonctionnement. Donc là, en recettes d'investissement, nous avons réalisé 51% du budget. Et si nous prenons le reste à réaliser, donc le reste à réaliser, c'est des subventions. Les 1 400 000, c'est des subventions pour lesquelles nous avons les notifications, mais nous n'avons pas encore reçu les sommes. Donc si on les intègre, on réaliserait 90% des investissements que nous avons, de recettes d'investissement que nous avions budgétées, ce qui est un bon score. Pour les dépenses, sans le reste à réaliser, nous avons réalisé 66%, et avec le reste à réaliser, nous serions à 98%. Voilà. Donc, En termes de recettes, donc on serait globalement à 90, pour 98 au niveau des dépenses. c'est ça, en pourcentage de réalisation. Voilà, les 10%, comment on les explique, les 10% sur les recettes, juste pour avoir... Alors, il y aurait
sur les recettes d'investissement, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées. Par exemple, non, dans le budget, nous avions prévu un emprunt de 400 000 euros. Nous ne l'avons pas fait. Rien que ça explique pas mal de choses, les écarts. C'est les 461 000 qui sont là. Emprunt et dette, nous ne les avons pas payés du tout. Voilà. Et ici, au niveau des dépenses d'investissement, nous avions prévu de céder une maison qui est tombée dans notre escarcelle. Nous n'avons pas pu le faire parce que le prix que nous donnent les domaines ne correspond pas à ce que l'acquéreur veut payer. Ça, c'est toujours en attente. Nous le reporterons sur le budget cette année. Ce que nous a proposé les domaines, c'était il y a plus d'1 an, donc la proposition est caduque. Nous avons une autre proposition du notaire, donc nous allons voir si nous pouvons renégocier et vendre ce bien que nous ne comptons pas garder. De rien. Donc voilà, donc ça nous fait actuellement un résultat de clôture de moins 646 000 euros, qui ne veut rien dire en fait, puisqu'avec les restes à réaliser, tout ça, c'est vraiment un résultat théorique. Le résultat d'investissement cumulé de l'année dernière était déjà de moins 600 000, et l'écart du reste à réaliser, c'est-à-dire les 1,6 million moins les 1,3 million, ça donne 328 000 euros. Mais tout ça, c'est vraiment c'est de l'investissement, donc c'est vraiment un cycle de réalisation qui... voilà. Alors, ce que nous pouvons regarder à présent, c'est l'incidence. Vous connaissez ce schéma. Donc ici, nous regardons les investissements réalisés sur la mandature précédente, c'est-à-dire 2014-2019, et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur 6 années. Je crois que le schéma est parlant. Au bout de la 4e année, nous avions réalisé autant d'investissements que durant les 6 années de la mandature précédente. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 millions d'investissements sur la commune pour 6 millions d'investissements sur la mandature précédente. Voilà, je pense que c'est un chiffre parlant. Et je crois que quand on sortira, on verra où sont les investissements. Hein. Pas la peine d'aller très loin. Quand vous prendrez votre voiture, vous roulez sur des routes, où sont les investissements. Bref, tout est sous nos yeux, il n'y a rien de fictif. Ces investissements, nous les finançons énormément grâce à des subventions. Donc là aussi, nous faisons le même schéma. Nous sommes actuellement à 2 700 000 euros de subventions sur les 6 années en cumulé pour 1,1 million l'année dernière. Je peux même vous dire, nous attendons la notification qu'avant-hier, sur la seule journée d'avant-hier, nous avons obtenu une subvention de 2 500 000. Voilà. Donc en une journée, nous avons obtenu, enfin une journée, c'est quand même, il y a tout un dossier avant. Stéphane n'est pas là, donc Stéphane, voilà. Nous avons obtenu quasiment plus que sur toute la mandature. Donc ce sera pour la mandature suivante, 2 500 000 pour nos écoles, pour refaire nos toits d'école, etc., etc. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la commune. Voilà. Donc voilà également une réponse à votre question. À force de nous enlever à gauche, on va en chercher à droite. Et quand c'est la droite qui nous prend, on va chercher à gauche. Voilà. Je peux vous dire qu'il faut aller les chercher. Hein. C'est pas tout de dire que ça existe. Il faut vraiment aller se battre et y aller. C'est 2,5 millions là, et c'est vraiment important de... Ah ben oui. Alors, c'est 2 millions 5. Il y a, vous le savez, nous sommes sur le couloir de l'aéroport d'Orly. Donc certains particuliers ont bénéficié de subventions d'aéroport pour isoler leur toiture, isoler leur maison, changer les huisseries, les portes et fenêtres, etc. Alors jusqu'à récemment, l'année dernière, les écoles n'étaient pas éligibles à cette subvention. Donc nous avons eu l'information et automatiquement nous nous sommes engouffrés dans la brèche. Nous avons présenté le dossier et donc voilà, le dossier a été validé avant-hier et nous allons pouvoir isoler nos écoles, changer les toits, parce qu'il y a quand même quelques gouttes qui passent de temps en temps. Donc ça aussi, ce sera réglé.
et puis changer les portes, les fenêtres. Donc les enfants seront plus au chaud pour apprendre. Donc voilà un peu le contexte général. Mais ça, nous reviendrons dessus parce que nous n'avons pas encore eu la notification. Et ces 2 millions ne figurent pas dans ces 2,7 millions. On continue. Alors, les orientations budgétaires 2026. Donc, quelles sont aujourd'hui les visions que nous avons sur le budget qui est en préparation, sachant que d'ici la fin de l'année, il y a encore 3 semaines, il y a des nouvelles qui peuvent tomber, souvent de bonnes nouvelles, parce que la préfecture nous donne, voilà, nous avons des fonds par-ci, par-là, par exemple, nous avons reçu, mais ça ne nous concerne pas, ça concerne nos crèches. À ma grande surprise, je suis président de la crèche Marolles-Santeny. Nous avons reçu du ministère du Travail une subvention de 20 000 euros, parce que nous contribuons à l'emploi des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, on prend, hein. Donc, on ne pose pas trop de questions. Mais nous les reversons au syndicat. Donc, actuellement, nous envisageons de faire un budget qui sera à 9 884 000 euros, qui est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez, on réduit aussi notre niveau de vie autant que possible. Nous étions à 9,7 millions et nous étions à 10 millions en 2024. Donc, ça aussi, c'est une demande de l'État de baisser au maximum notre budget de fonctionnement. Le budget d'investissement sera, lui, pour sa part, de 5,9 millions. Et là, pourquoi 5,9 millions? Vous voyez le grand écart par rapport à 2025, c'est justement à cause ou grâce, je dirais plutôt grâce, les 2,5 millions, exactement. C'est en investissant 2,5 millions, si vous regardez l'écart entre 3,9 millions, on va dire 4 millions et 5,9 millions, si nous enlevons ces 2,5 millions, nous réduisons un peu la voilure en termes d'investissement. Mais avec ces 2,5 millions, nous passons à des investissements un peu plus élevés. Alors, les recettes de fonctionnement, leur répartition, 500 000 euros pour le résultat. Les impôts, nous avons été prudents, c'est-à-dire nous avons considéré que, bon an, mal an, les taxes resteraient les mêmes, avec un petit apport de 50 000 euros par rapport aux nouvelles constructions. Nous restons sur les taxes d'aménagement identiques quasiment, les participations et dotations, les produits et services 540 000 euros, les atténuations de charges, enfin bon, tout ce qui est relativement classique que nous retrouverons dans nos comptes. Rien d'extraordinaire ici. Les taux communaux, puisque nous parlons de recettes, sauf avis contraire, sauf s'il y a une hola des Marolais nous demandant d'augmenter les recettes compte tenu des efforts que nous faisons, que les Marolais veulent contribuer, nous allons garder les mêmes taux. Mais nous resterons à l'écoute. Voilà, et comme je l'ai dit au vœu, la ville accepte les dons et les héritages. Donc, s'il y a des âmes de bonne volonté, s'il y a des bonnes volontés, n'hésitez pas. Donc, nous gardons les mêmes taux en 2026 encore. Jusqu'à quand? En tout cas, nous faisons tout pour protéger nos concitoyens de ces augmentations. La dotation globale de fonctionnement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là ce que l'État nous donne. Nous baissons régulièrement. Je pense que le graphique n'est pas tout à fait juste là, parce qu'il va y avoir une baisse encore. Nous sommes actuellement à 22 000 euros. Pour être plus précis, en 2014, admettons, en base 100, 2014, nous étions à 100. Aujourd'hui, nous sommes à 27. Voilà, on va. Alors, juste pour vous assurer que nous ne sommes pas les pires, il y a une commune voisine qui n'a plus de DGF, par exemple. Donc, ça pourrait nous arriver. À terme, justement, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on n'a encore pas de budget, on va dire comme ça. Est-ce que, moi je vais poser la question une fois, est-ce qu'on ne risque pas à terme d'être affecté, puisque de toute façon, ceux qui nous donnent des subventions, enfin, etc., risquent, eux, de voir leur C'est sûr. Leur manne baisser. Bien sûr. Il y a un effet Répercussion. de répercussion à un moment. On risque d'avoir ça. Oui. Non. Oui. Mais d'où, en tout cas, d'où la nécessité d'être proche de nos financeurs
Demain, nous avons une réunion à la métropole du Grand Paris où ils vont nous présenter le débat d'orientation budgétaire. Donc, d'où la nécessité d'aller auprès de nos financeurs, de savoir ce qui se passe, de faire copain-copain aussi. Hein. Bien sûr, je publie mon planning, vous voyez les réunions, je vais à la métropole, je vais au GPSEA, parce que c'est là qu'on apprend. C'est grâce à un maire que j'ai su que les écoles étaient éligibles au fonds d'ADP. Si je serais resté à Marolles, j'aurais été bien au chaud, mais l'argent aurait été donné à quelqu'un d'autre. Très clairement, oui, il faut rester éveillé et puis aller voir ce qui se passe. Et je ne vois pas d'autres moyens. Et puis bon, il faut dire aussi que nous sommes relativement petits, donc il y a une véritable volonté de nous aider. Les grandes communes font des... Oui, ça a été toujours le point de dire on va aider les petites communes, on va aider les petites communes. On est, entre guillemets, protégé plus ou moins grâce à cela, mais effectivement, demain, si nos bailleurs, quelque part, ont des réductions de leur vigilance, effectivement. Ben oui, il y a des maires qui ne se représentent pas parce que justement, ils ne veulent plus faire ce combat. Après, on n'est pas surpris, hein, enfin, on n'est pas pris en surprise, on est informé. Les dépenses de fonctionnement, bon, tout est relativement classique, tout est relativement maîtrisé, avec les augmentations prévues. Nos charges financières sont les remboursements de nos impôts, hein, le tableau va suivre. Et puis nous prévoyons quand même un virement de 285 000 € vers la section de financement pour atténuer les pertes de l'exercice. Voilà, donc là nous sommes sur les remboursements des emprunts. Nous en reparlerons tout à l'heure sur l'investissement. Au niveau des effectifs, il y a actuellement 81 postes budgétés, il y aura un point d'ailleurs de l'ordre du jour, dont 73 pourvus au 1er janvier 2026, avec la répartition que vous pouvez voir. Nous consacrerons un chapitre au personnel en fin de session. Les recettes d'investissement, donc nous prévoyons 5 900 000 de recettes, réparties comme les 1,5 million de subventions restent à réaliser, donc les subventions notifiées, pas encore encaissées, les 2,79 millions en subventions d'investissement notifiées en 2026, c'est-à-dire que nous avons déjà des 2 millions d'investissements demandés qui vont rentrer. 216 000 € de dotation de fonds, 800 000 € d'emprunt. Nous prévoyons là de faire un emprunt. Alors nous prévoyons cet emprunt pour 2 raisons. D'abord, nous avons un emprunt d'1 427 000 qui tombe au mois de mars. Donc en prenant 800 000 €, nous ne dégradons pas les comptes de la commune, premièrement. Donc nous n'allons pas dégrader non plus notre fonctionnement puisque les emprunts sur 800 000 € seront inférieurs à 1 million, ceux d'1,4 million. L'autre raison également, c'est que nous ne voulons pas augmenter les taux d'impôt des Marolais, ça paraît évident. Et également, les investissements, vous les avez vus, ils sont conséquents. Donc cet investissement, cet emprunt, nous pensons a un sens et une utilité. Les opérations d'ordre, je vous passe les opérations d'ordre, les amortissements d'IMO, et en recette, les 285 000 € que j'ai évoqués tout à l'heure, qui viendront des dépenses de fonctionnement que nous mettons en recettes d'investissement. En dépenses d'investissement, donc les dépenses d'investissement sont équilibrées, hein, Monsieur Ménuc, vous voyez, tout est équilibré jusque-là, hein. On y arrive encore. Donc, le résultat négatif de l'exercice précédent, les emprunts et dettes en cours, et puis différentes dotations, les IMO corporels, le reste à réaliser 2025, et les opérations d'ordre de 145 000 € sur les dépenses d'investissement. Juste une question pour les emprunts. C'est un organisme spécifique Oui. avec lequel vous travaillez? Oui, oui, absolument. Ce n'est pas une banque ou
Nous avons un reste d'emprunt avec le Crédit Agricole. Mais en général, on demande au SFIL, qui est un syndicat, qui fait les recherches pour nous. Et nous allons voir, bien sûr, les meilleurs taux. Actuellement, les taux ne sont pas très élevés. Hein. Alors, nous allons voir. Nous allons demander les analyses pour voir 5 ans, 10 ans, 15 ans, et on arbitrera l'idée. Au pire, de rester au pire. Voilà. L'idéal est de faire moins. Exactement. Donc, c'était élevé, absolument. Et puis, ce sera un emprunt stable. OK. Exactement. Exactement. Alors, sur les recettes d'investissement, j'ai souhaité, pour être tout à fait transparent, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va? On essaie de grossir un peu. Personne n'ose dire qu'il ne voit pas, parce que tout le monde veut paraître jeune. Tout le monde veut paraître jeune. En fait, ce que nous avons voulu faire là, c'est montrer de manière tout à fait transparente le coût de la brasserie, le coût du parvis, très rapidement, très synthétiquement. Le coût de la brasserie est de 700 000 €. Nous avons reçu 300 000 €, à peu près 340 000 de subventions, soit un reste à payer de 300 000 €, 364 000 exactement. Pour le parvis, il y en a pour 742 000 et il y a 345 000 de subventions reçues, soit 397 000, on va dire 400 000 de reste à réaliser. Nous avons acheté le local, le commercial pour la brasserie à 210 000 € et nous avons reçu une subvention de 99 000. Et alors, pour nous allons devoir refaire la rue du Pressoir et la rue Pierre-Besançon. Donc là aussi, les coûts sont ici. 520 000 pour la rue du Pressoir, dont 196 000 de subventions, et 659 000 pour la rue Pierre-Besançon, dont 329 000 de subventions, soit 330 000 de reste à réaliser. Alors, je voudrais vraiment remercier les services pour cette recherche de subventions, parce que c'est des tas de dossiers à monter. Et si ça vous paraît évident, il y a énormément de choses, de points dans ces subventions reçues que nous n'aurions pas dû recevoir. Voilà. C'est parce que nous avons été convaincants, nous avons pu rajouter des choses, des points de dépense sur ces demandes de subventions, qui fait que nous avons obtenu bien plus que nous pouvions espérer. Notamment, il n'y a pas de subvention sur les routes. Il n'y a jamais de subvention lorsque vous faites des routes. Nous avons pu obtenir quand même à peu près 500 000 € de subventions sur les routes, sur Pierre-Besançon et la rue du Pressoir. Donc, oui, mais ce n'est pas dans ce budget-là. Donc, oui, Vanessa me dit que sur la voie verte, sur les chemins verts, nous avons eu des subventions, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment, exactement, là, c'est vraiment des routes. Ce n'est pas des chemins cyclables, etc. C'est vraiment sur des routes. Nous n'aurions pas dû avoir de subventions. Pareil pour la brasserie. Il y a un certain nombre de choses qui ont été acceptées parce que nous avons mis tous ces projets dans le cadre du dispositif Centre-Ville Vivant. C'est-à-dire, il y a un dispositif à la métropole qui permet vraiment aux communes d'amener des commerçants, d'animer les villes, de faire des tas de choses. Donc c'est un dispositif très intéressant dans lequel nous nous sommes inscrits pour avoir un certain nombre de subventions. La région aussi intervient. La région, c'est le CAR. Chaque fois que vous voyez, c'est le contrat d'aménagement régional. Je crois que nous avions fait une publication sur Facebook avec le vice-président chargé de ce dispositif qui est venu me remettre un grand chèque de 795 000 €. Je n'avais jamais reçu un chèque aussi grand de ma vie, mais je ne désespère pas de battre le record. Donc, Tu parles du montant ou tu parles de la taille? et de la taille et le montant. Et la taille et le montant. Donc voilà, j'ai vraiment voulu vous présenter ça. C'est pour que tout soit transparent et que
les Marolais puissent savoir ce que tout ça coûte. Justement, les emprunts, bon, la dette est à moitié remboursée, sera à moitié remboursée en 2028 et en totalité en 2045. Vous me direz en 2045 si c'est entièrement remboursé. Voilà, donc vous avez un détail. Et vous avez ici le plan de remboursement. Comment ? On regardera ça avec attention en 2040. Je parle pour ceux qui croient en la vie éternelle. Écoutez, au lendemain du 120e anniversaire de la loi sur la laïcité, on va éviter d'ouvrir ce débat. Alors, en rouge, vous avez les intérêts sur nos remboursements. Donc nous sommes ici en 2026, s'il veut bien. Voilà. Nous sommes ici en 2026. Donc vous voyez, les intérêts vont baisser en 2026, la partie rouge. Le capital que l'on rembourse en dernier ne baissera pas de manière consécutive, de manière conséquente. En revanche, en 2027, le capital commencera à baisser. Et puis voilà, et puis comme on vous dirait, en 2045, on construira peut-être une piscine à Maroc, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, voilà le plan de remboursement de notre dette. Et puis, il est de tradition, alors ce n'est pas très clair, il est de tradition de donner le plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire les investissements qui sont prévus en 2026 et ceux qui sont prévus en 2027 et 2028. Alors nous avons vu tout ça en commission, on ne va pas descendre ligne par ligne parce que je pense que ça endormirait tout le monde et ce n'est pas très intéressant. Mais bon, c'est de dire d'abord que nous avons une vision pour l'année prochaine, mais nous avons une vision aussi pour 2027 et 2028. Voilà, donc il y a un engagement comme ça qui fonctionne régulièrement. Je crois que c'est la dernière slide pour le DOB. Est-ce qu'il y a des questions, des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? C'est le moment de faire les dons. Ils ne veulent pas comprendre, mais ce n'est pas possible. C'est maintenant qu'on fait passer le chapeau. Il manque le chapeau. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, 2026, voilà. Après le reste, je ne sais pas si Madame Irma est toujours vivante, mais on demandera son adresse. C'est un peu compliqué. En tout cas, je dois vous dire que bon, ça a été quand même assez tendu de finir le budget. Je regarde derrière, nous avons un peu souffert, mais bon, on y est arrivé. Il faut... Alors donc, après la présentation de ce DOB, il n'y a rien à voter. Il y a juste que vous devez me donner quitus et dire que je vous ai présenté le DOB. Voilà, c'est tout. Donc, dont acte pour tout le monde ? Très bien. Merci. Nous passons au point 6, toujours des finances. C'est un marronnier. Autorisation de déposer des dossiers de subvention. Tant que le budget n'est pas voté, donc au mois de mars ou avril, là nous tenterons de le voter, étant donné les élections, tout ça en février. Mais tant que le budget n'est pas voté, je n'ai pas le droit de signer un dossier de demande de subvention. Par conséquent, il est de tradition, lors de l'avant-dernier, lors du DOB, de demander au Conseil de m'autoriser, s'il y a une opportunité, si demain je vais nous réunissons au Conseil économique et social, on dit il y a un fonds que nous avons créé, qu'on puisse vite faire un dossier, le signer, s'inscrire. Si vous ne le votez pas, je ne pourrai pas. Voilà. Très clairement, voilà comment ça se passe en français dans le texte. Alors, il s'agit de déléguer à M. le maire ou son représentant les demandes d'attribution de subventions à d'autres collectivités, enfin peu importe la collectivité, quel que soit le montant de tout type, en tout cas de m'autoriser à signer les demandes de subvention avant l'adoption du budget 2026. S'il y a des questions, non. Bien sûr, le point 2, c'est de m'autoriser à signer. On passe au vote. Qui vote contre ?
Qui s'abstient? Merci. Le point 6 est adopté. Nous continuerons la veille sur les subventions. Pareil, dans le même ordre d'idées, nous ne pouvons pas engager d'investissement avant l'approbation du budget 2026. Très concrètement, par rapport au projet qui est en cours de finition, si il y a une dépense qui n'était pas prévue, et nous devons payer la facture ou l'engager au mois de janvier, nous ne pouvons pas, parce que ce n'est pas inscrit dans le budget, très concrètement. Voilà ce que ça veut dire. Donc là aussi, il faut nous autoriser à pouvoir engager des investissements durant le premier trimestre de l'année, donc avant le vote du budget. Et comme c'est le premier trimestre, ce sera le quart des sommes dépensées dans le réalisé 2025 que nous pourrons engager. En l'occurrence, 700 000 euros, nous pourrons engager la commune jusqu'à hauteur de 700 000 euros, 77 000 pour le chapitre 20, 513 000 pour le chapitre 21 et 109 000 pour le chapitre 23. Ne me demandez pas quels sont ces chapitres, ce serait long et compliqué, mais c'est juste des chapitres de dépenses. Y a-t-il des questions? C'est voté tous les ans, hein, ce point. Rien de... Passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 7 est adopté. Alors là, nous changeons légèrement de domaine. La présente communication a pour objet d'accorder à la société Valoffice Habitat et de Habitat du Val-de-Marne une garantie d'emprunt pour le remboursement d'un prêt pour l'opération de construction de la résidence intergénérationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'un bailleur social construit un projet, il fait un emprunt. Là, vous avez le montant de l'emprunt qui est de 7 300 000 et il demande à la commune une garantie. Donc, s'il arrivait que la société défaille, nous garantirons l'emprunt. Ce qui n'est jamais arrivé à ma connaissance. Je regarde Vanessa. Je ne sais pas si tu connais une société, un bailleur qui n'a pas honoré ses emprunts. Non, ce n'est jamais arrivé. En contrepartie, non, pas en Île-de-France. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, cela nous donne droit d'attribuer 20% des logements. En l'occurrence ici, 11 logements. D'accord ? Sachez qu'actuellement, nous sommes carencés, donc normalement, nous ne pouvons attribuer aucun logement. Depuis la loi Traverse, ça a changé, mais en ayant la garantie d'emprunt, avant oui, maintenant, voilà. Exactement. Donc, nous allons solliciter également le GPSEA pour avoir des logements en plus, pour pouvoir attribuer le maximum de logements, sachant que la commission d'attribution de logements auquel Vanessa assiste est toujours très difficile, c'est un combat, mais quand c'est dans notre quota, c'est quand même moins compliqué. Il faut bien connaître ces dossiers. Voilà. Donc, il s'agit simplement de notifier la garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt de 7 388 000. Voilà ce à quoi nous nous engageons et m'autoriser bien sûr à signer cette garantie d'emprunt qui est prise auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Y a-t-il des questions sur ce point? Passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Le point 8 est adopté. Voilà, nous en avons fini avec les finances. Nous passons aux ressources humaines. Ça va être assez rapide. Chaque fois qu'il y a une modification du tableau des effectifs, nous devons le faire valider par le conseil municipal. Donc là, en l'occurrence, nous avons un tableau qui est modifié pour deux choses. La création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe que nous avons embauché suite au remplacement d'un agent de service animation et la fermeture d'un poste d'adjoint d'animation suite au départ d'un agent du service animation. Voilà. Donc, dans un cas, nous fermons le poste, dans l'autre, nous remplaçons quelqu'un d'autre en embauchant quelqu'un, tout simplement. Donc, nous devons dire que la rémunération et la durée de carrière seront celles fixées par la réglementation
en vigueur pour les cadres d'emploi concernés, que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget 2025 au chapitre 012, au budget 2026, pas 2025, il y a une coquille, et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à l'exécution de cette présente délibération. Je dois dire d'ailleurs que le poste... non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il s'agit de la même personne? Non. On passe de l'un à l'autre? Non. C'est juste la fermeture de poste. Là, on a créé, lors d'un recrutement, nous avons créé ce poste. Voilà. Et l'autre, nous avons fermé un poste d'animateur qui n'était plus occupé. Y a-t-il des questions? Non. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. La modification du tableau des effectifs est adoptée. Alors, toujours dans les ressources humaines, il y a une loi qui est passée disant que les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles leurs agents souscrivent pour couvrir leurs risques santé. En fait, qui dit maintenant que les agents, que les communes doivent participer aux mutuelles, pour parler le langage courant. Donc, cette participation deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour un montant minimal de 15 € bruts par agent. Il se trouve que la commune participe depuis 2013 de façon facultative à cette garantie. Voilà. La seule chose qui change, c'est que avant, donc il y a un tableau, pour les agents qui payent 50 € par mois de mutuelle, la commune abondait 10 €. Pour ceux qui étaient entre 50 et 100, c'était 20 €. Et puis entre 100 et 150, 35 €. Et supérieur à 150 €, c'était 45 €. Donc, comme maintenant la garantie est au minimum de 15 €, les 10 € passeront à 15 €. C'est tout. Ben non, puisque nous étions au-dessus des 15 €. Donc les 20 restent en 20, les 35 restent en 35, les 45 restent en 45. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Donc, nous devons, par notre vote, approuver le principe de participation pour la protection sociale complémentaire centrée dans le cadre d'une procédure de labellisation, décider de fixer le montant mensuel de la participation selon le barème ainsi présenté. Ah, il faut noter au compte-rendu que M. Arnaud est arrivé à 20h35. Et bienvenue, monsieur l'adjoint. Et dire que la mesure prendra effet à partir du 1er janvier 2026. En fait, là, on se cadre un peu sur le système privé. On abonde déjà. C'est déjà obligatoire, oui. C'est ça. Là, on rend obligatoire cela. Alors, en même temps, on le rend obligatoire, mais maintenant, j'attends la loi des finances, parce qu'il est dit qu'il va y avoir une taxe sur les mutuelles pour les privés. Alors, est-ce que nous allons être touchés? On augmente, on rend obligatoire la mutuelle. Allons-nous être taxés sur ce qui est rendu obligatoire par l'État? On va voir. Ça peut être sportif. Alors, passons au vote. Qui vote contre la participation de la commune aux mutuelles des agents? Ils sont plus nombreux que nous, hein, donc faisons attention. Qui s'abstient? Merci, le point 10 est adopté. Alors, nous passons maintenant au rapport. Donc, comme bien souvent, pour finir cette séance, nous avons des rapports qui sont présentés. Ce sont les rapports des syndicats dont nous sommes membres, en fait. Donc, le premier rapport, c'est le Infocom. Donc, je donne la parole à Mathias Alonso, qui est adjoint chargé de tout sauf d'Infocom, mais qui nous représente auprès d'Infocom. Voilà. Pour l'enregistrement, oui. Merci. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne suis pas le seul représentant, puisque Dominique Mess m'accompagne dans cette tâche. Pas toujours facile.
en termes de planning, mais bon, ça vous intéresse pas trop. Bon, peut-être vous expliquer, parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé, ce qu'est Infocom. Alors, Infocom, ça a été créé, c'est une structure qui a été créée en 1966. L'objectif était une coopération entre différentes communes sur les aspects, on va dire, aujourd'hui on dirait numérique, dans ce temps-là on disait informatique. C'est ça. C'est une collectivité territoriale et à ce titre, on se doit de faire une présentation au conseil municipal. Bon, je vous passe l'article, etc., etc., qui nous oblige à faire cette présentation. Vous avez reçu, vous avez consulté ou pas un rapport qui est assez joufflu sur le sujet, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Simplement, pour rappel, Marolles est adhérente depuis 2002 à cette structure, pour la petite histoire, en même temps que Villecrène. Bon. Ça n'apporte pas grand-chose, vous me direz, mais bon, c'est bon à savoir. Les objectifs et les missions d'Infocom. Alors, c'est déjà la mutualisation des solutions, donc construire ensemble un numérique public plus performant et moins coûteux, accompagner les agents, les former, les assister en fonction des applications que met Infocom à disposition, et puis renforcer aussi, c'est à l'ordre du jour, ô combien, la cybersécurité. Ils ont aussi des missions d'innovation pour les collectivités, pour imaginer et déployer des nouveaux services. Et il faut reconnaître qu'ils font très bien cette mission aussi. Et puis des garanties d'infrastructure. Que puis-je vous dire d'autre? Quelques chiffres peut-être. En termes de ressources humaines, aujourd'hui, il y a 21 agents à Infocom pour 17 ETP. Donc ils œuvrent dans l'étude et développement des applications, dans l'assistance, la formation et le support applicatif auprès des agents. Donc si nos collègues de la mairie ont des questions, des problèmes pour utiliser des applications, ils sont là en temps réel pour répondre à leurs sollicitations. Dans l'administration générale des services, dans la sécurité des systèmes d'information et dans la production et support des systèmes, et aussi tout l'environnement de communication. Alors peut-être quand même quelques chiffres pour être assez synthétique. Bon, les finances du syndicat, aujourd'hui, le budget c'est 6,2 millions, le montant du budget principal, 4,8 millions de fonctionnement et 1,4 million d'investissement. Les résultats sont bons, puisque en 2024, le résultat de fonctionnement était à plus 1 200 000, le résultat d'investissement à 480 000, 490 même, et un excédent de clôture à 1,7 million. Alors, pour votre information, ce qui est intéressant, c'est que aussi Infocom s'est lancé dans l'intelligence artificielle et Marolles a été retenu comme ville test depuis le 21 novembre. Donc, dans 4 domaines principaux, la direction générale, tous les dossiers, toutes les activités qui dépendent de la direction générale, les services juridiques, les finances et les marchés publics, les ressources humaines et les services techniques. Alors, cette expérimentation a commencé fin novembre pour permettre aux agents, pas d'évaluer techniquement d'évaluer techniquement le système, mais pour mesurer l'apport de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Donc, je pense que c'est important. On est tous conscients du fait que, et on en entend assez parler dans les médias, que l'intelligence artificielle est partout. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre de retard. Il faut être déjà capable de voir ce qui peut nous être utile et ce qui peut, je dirais, relever du gadget. Donc il n'y a rien de tel qu'une bonne expérimentation pour se rendre compte de ça. Voilà. Alors ce système, pour terminer, ce système d'intelligence artificielle, vous en entendrez peut-être parler, s'appelle Delibia. C'est un système qui est basé sur un système d'intelligence artificielle français qui s'appelle Mistral. D'ailleurs, Delibia aussi et français. Donc voilà, j'en ai terminé. Sauf, alors nous utilisons 4 applications principales d'Infocom. Une application pour les ressources humaines et les finances, une application pour le scolaire, une application pour l'état civil et, pardonnez-moi, mais une application pour le cimetière. Il faut bien gérer aussi le cimetière. Et donc il y a une application qui est mise à disposition pour aider nos collègues
à Et gérer. pour les logements sociaux. Et pour les logements sociaux. Voilà, j'en ai terminé. Alors, peut-être juste dire également, je ne sais pas si tu l'as dit Mathias, qu'il y a 16 communes actuellement Oui, pardon. qui sont adhérentes. Voilà. Pardonnez-moi, Et j'ai oublié. Il y a voilà. 26 collectivités, donc 16 communes adhérentes, 8 syndicats intercommunaux et 2 C'est ça. territoires. C'est ça. Dont le nôtre, le GPSE, Voilà. qui est d'ailleurs, enfin, Créteil est à la base de la création. Laurent Catala fait partie de ceux qui ont créé ce syndicat. Dire aussi qu'un élément très important, en gros, pour faire simple et pour bien comprendre, nous avons nos logiciels métiers, tout ce qui nous permet de facturer pour les écoles, tout ce qui nous permet de gérer notre service technique, les logements, etc., etc. Tous les logiciels métiers sont chez Infocom. Et donc ici, nous n'avons que la bureautique, le quotidien. Nous avons été hackés en 2021 et automatiquement, et lorsqu'ils ont perçu l'intrusion, le lien entre nous et Infocom a été coupé. Donc nous avons perdu un peu moins d'une journée de travail, nous avons arrêté et nous avons restauré tout simplement. Donc ça nous protège. Et actuellement, le piratage est un véritable sujet, un énorme sujet. D'une part, ça fragilise, nos pays sont attaqués, hein, je dirais que vous en avez tous entendu parler, et on nous a donné des mesures de précaution, de redoubler d'efforts en période électorale. Cela veut dire pour les élections municipales et pour les élections présidentielles, on nous a demandé de faire très attention pour ces questions-là. Donc Infocom est un partenaire qui nous aide beaucoup à ce niveau-là. Tous les maires n'adhèrent pas, hein. Tous les maires ne sont pas membres d'Infocom. Il y en a qui ont fait le choix de l'individualité. Il y en a même un gros qui est sorti récemment, qui paye encore. Qui paye encore jusqu'à 2026. Et quand on sort, on rembourse le prix de la collectivité. Voilà. Il n'y a rien à voter, il faut juste prendre acte que le rapport vous a été... oui, c'est Saint-Maur qui est sorti d'Infocom. Pourtant, Infocom se trouve à Saint-Maur. Et comme ça. Vous devez juste prendre acte que le rapport vous a été présenté. Nous passons au point suivant. C'est encore un rapport. C'est le rapport du CIPEREC. Alors, François Elie, qui nous représente au CIPEREC, n'est pas là, donc je vais me tenter de le suppléer dignement. Donc d'abord, le CIPEREC, ça veut dire le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Donc le CIPEREC a été créé il y a 100 ans. L'objectif est de contribuer au développement solidaire et équitable des territoires en périphérie de Paris. Au fil des décennies, il n'a cessé de renforcer sa vocation de service public en innovant constamment et en apportant des solutions concrètes aux collectivités franciliennes. Concrètement, aujourd'hui, le CIPEREC agit dans 4 domaines d'activité que je vais vous dire. Il y a 119 collectivités adhérentes, un comité syndical, 115 collaborateurs, une société d'économie mixte, un SPLA, une régie, enfin un groupement de commandes d'électricité, une centrale d'achat. C'est vraiment un très gros... Alors, leur première mission, c'est l'électricité. C'est la première concession d'électricité de France. Et ils représentent à peu près 5% du chiffre d'affaires d'Enedis. Donc, il y a 88 collectivités adhérentes, etc. Bon. Ensuite, ils s'occupent également de numérique. C'est une compétence qu'ils ont depuis 1997. 92 collectivités adhérentes, 3 délégations de services publics, etc., etc. 110 logements desservis en très haut débit. Donc, c'est ceux qui installent des fibres. Vous savez, les fibres pour le haut débit, c'est eux qui s'en chargent. Ensuite, ils s'occupent également de transition énergétique. Donc, c'est une compétence qu'ils exercent depuis 2008. 85 communautés adhérentes. Ils ont 5 réseaux de géothermie en exploitation répartis sur 14 communes. Par exemple, Créteil est en géothermie. 3 réseaux de développement répartis sur 7 communes.
116 centrales photovoltaïques, dont 56 communes, pour une puissance cumulée de plus de 5,5 MW crête. C'est énorme en termes de volume. Bon, bref. Et puis plus de 20 projets solaires en développement pour des puissances importantes. Ils interviennent également dans les infrastructures de charge. Alors les infrastructures de charge, c'est pour les charges électriques. Pour les véhicules électriques actuellement, il y a 600 charges par jour sur les réseaux en 2024. Il y a eu, 600 charges par jour. 68 millions de kilomètres parcourus grâce aux charges réalisées et 8000 tonnes de CO2 d'économisées. Il y a actuellement 1000 points de charge qui sont gérés par le CIPEREC. Une chose importante également, c'est l'achat mutualisé. Ça, nous en bénéficions beaucoup. C'est-à-dire c'est un groupement de commandes électriques. Il y a 3 ans maintenant, lorsque le prix du gaz et de l'électricité était très, très important, avait augmenté, grâce au CIPEREC, la hausse a été moindre pour nous. Certaines communes qui n'adhèrent pas au CIPEREC ont eu une augmentation de presque 200-300%, même 400% du prix de l'énergie. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire, sans trop en rajouter, sur le CIPEREC, dont le slogan est « Accompagner la transformation de tous les territoires ». Voilà. S'il n'y a pas de questions, vous prenez acte. Dernière petite chose, dernier point, les informations diverses. Alors, nous devons présenter tous les ans le rapport social unique, enfin depuis quelques années. C'est en gros l'état de nos agents. Dire un peu, alors, nous avons actuellement dans nos effectifs 74 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2024, 54 fonctionnaires, 20 contractuels. Au niveau des agents, nous avons 30 agents dans l'administratif, 51 au technique, 1% dans le sport, le médico-social 4% et dans l'animation 14%. Voilà. La répartition par genre, nous avons chez les hommes 37% de fonctionnaires contre 63% de femmes. Chez les contractuels, 45% d'hommes et 55% de femmes, soit 39% pour l'ensemble d'hommes et 61% de femmes. Voilà la répartition, grosso modo. Qu'est-ce qui est intéressant également, les fonctionnaires travaillent à 100% au temps complet et les contractuels à 90%. Alors, entendons-nous bien, ça veut simplement dire que certains prennent leur mercredi pour des raisons familiales. Voilà. Que dire d'autre? La pyramide des âges. L'âge moyen des fonctionnaires est de 48 ans à peu près, 48 ans,06. Les contractuels 41 ans. Et nous avons un âge moyen de 46 ans, ce qui nous laisse envisager l'avenir sans trop de futurs retraités à ce jour. Alors, en pyramide d'âge, les 50 ans et plus représentent 18% chez les hommes, 28% chez les femmes, 30% les 30-49 ans, 16% chez les hommes et 28% de femmes. Et les moins de 30 ans, 5% d'hommes et 4% de femmes. Alors certains doivent se dire, quand on voit les services techniques dehors, on voit plus d'hommes que de femmes. Parce que la plupart des femmes sont dans les écoles, c'est-à-dire le service scolaire, les repas, etc. Que vous dire de plus? Il y a un agent en congé parental et 7 agents en disponibilité. Voilà, grosso modo, le plus intéressant. En matière de sanctions disciplinaires, il n'y en a pas eu en 2024. Bon, les charges de personnel, nous les avons vues.
rémunération moyenne. Les primes. La part des primes représente 14,85% du salaire des agents, 13% primes et indemnités sur les rémunérations, 13% pour les fonctionnaires et 18% pour les contractuels. Voilà. Je vous passe certaines choses techniques. Les absences, en moyenne 7,8 jours d'absence pour tous motifs médicaux en 2024 par fonctionnaire. Voilà, 5 accidents du travail déclarés en 2024. Voilà, nous avons 3 travailleurs handicapés employés sur des emplois permanents. Voilà, grosso modo l'état des lieux, les formations, bon, voilà, beaucoup de formations. 87% de nos formations sont faites avec le CNFPT, l'organisme chargé de formation des fonctionnaires. Et puis, très peu d'absentéisme en fait. Voilà, grosso modo, les thèmes les plus intéressants sur la situation de nos agents. Voilà. Là également, il s'agit de prendre acte que nous avons fait cette présentation. C'est un nouvel élément qui sera dans toutes les communes. Normalement, la loi a été votée récemment. Je crois que la loi est récente, je crois, hein, cette présentation de RSU, là. C'est récent. Ouais. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça existe. C'est sur le bois, chacun le fait un peu à sa sauce, mais nous avons un document très, très détaillé sur le RSU. Vous entendez parler du RSI, c'est ça. Synthèse des rapports sociaux. Unifié, unique. Voilà. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions... tout va bien. Peut-être quelques petites informations sur notre parvis, puisque nous arrivons au bout. Alors demain, le parking de 8 places en bleu sera ouvert, enfin. Et puis lundi, le parking de la mairie sera ouvert pour ceux qui y ont droit, c'est-à-dire les marolais qui auront rendez-vous et les agents communaux. Donc ça libérera un peu la contrainte sur le nombre de places, puisque comme vous avez pu le voir, les arbres sont plantés, tout est mis, les lampes sont installées, tout est maintenant éclairé. Donc nous tenons vraiment le bon bout. Donc ce sera un peu plus simple de se garer le matin. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, merci pour cette séance. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos familles et nous nous retrouverons l'année prochaine pour ceux que je n'aurai pas le plaisir de croiser d'ici là. Bonne soirée à tous et à toutes.